Bonjour et bienvenue à notre web émission du mois de février où encore une fois on a reçu beaucoup de bonnes questions. On en a choisi 3 pour vous aujourd'hui. Bonjour Yannick. Bonjour Karine. La première question concerne le groupe d'alimentation MTY qui est un titre que Médicis détient en portefeuille. Elle nous est venue, oui, de Bernard par courriel, mais aussi d'autres personnes dont on en profite pour saluer notre fan de la Belgique, M. de Courty. Bonjour. La question que les gens se posent, elle revient à est-ce qu'on pense que les dirigeants ont bien géré la crise, les événements qui se sont produits dans les dernières semaines? Et aussi, est-ce que ça a affecté en quelque sorte la confiance qu'on a envers l'entreprise? Alors Yannick, peut-être brièvement rappeler ce que fait MTY pour ceux qui la connaissent moins. On fréquente probablement tous un des établissements d'MTY, Karine, que Oui. ce soit Sushi Shop, Thaï Express, La Crémière, Allô Mon Coco, bref, une entreprise qui exploite sous forme de franchise plus de 7300 établissements au Canada, aux États-Unis et en Amérique du Nord, à l'étranger. Parfait. Donc, Yannick, le 14 février dernier, MTY a annoncé par voie de communiqué qu'elle devait reporter la publication de ses résultats du 4e trimestre et qu'elle annoncerait un peu plus tard à quelle date que la publication viendrait, que ce serait probablement dans les délais, il disait que ça serait dans les délais réglementaires, mais qu'est-ce qui est arrivé pour qu'elle reporte ainsi ses résultats? En fait, l'entreprise a indiqué par voie de communiqué qu'il y avait eu des allégations de la part d'un lanceur d'alerte, donc lanceur d'alerte qui est un soi-disant employé de MTY. L'entreprise n'a pas dévoilé d'autres détails précis, si ce n'est que les allégations étaient sans fondement et frivoles. J'imagine, bien, on l'a vu, Yannick, on le voit sur le graphique du cours boursier, ça a créé de l'incertitude et le cours boursier de MTY a chuté de 10 % et même plus dans les jours qui ont suivi, tant qu'on ne savait pas finalement à quel moment il serait en mesure de publier ses résultats. C'est ça qui a été un peu la crainte à ce moment-là. Tout à fait. Et c'est également ce que nous craignons chez Médicis, c'est que l'entreprise ne puisse dévoiler ses résultats dans les délais réglementaires. Parce que l'entreprise a une fin d'exercice en novembre et puis elle avait un délai jusqu'à la fin février pour nous présenter ses états financiers. Tout à fait. Donc, chose qui a été faite finalement, Karine, lundi dernier, les résultats ont été dévoilés. Et les résultats ont été, somme toute, très bons. L'entreprise a parlé très brièvement des allégations qui ont été faites par le lanceur d'alerte, sans toutefois, encore une fois, donner de détails. Et il y a certains observateurs qui auraient aimé qu'il donne plus de détails aussi. Effectivement, donc il y a eu des critiques à cet égard-là, mais il faut se dire, Karine, que l'entreprise ne peut dévoiler trop de renseignements sans alimenter toutes sortes de spéculations. Donc, nous, on est, somme toute, satisfaits de ce qui a été mentionné parce qu'on se dit que l'entreprise devait rester circonspecte à l'égard des détails concernant le lanceur d'alerte. Ça aurait été difficile de traiter un peu autrement. Et en termes de confiance, on sait qu'Éric Lefebvre, le chef de MTY, chef de la direction, c'est un gars de chiffres. Ça nous rassure aussi en quelque sorte et d'autres éléments aussi. Yannick, peut-être en parler un petit peu. Il faut rappeler qu'avant d'accéder au poste de chef de la direction d'MTY, Karine, Éric Lefebvre a occupé le poste de chef de la direction financière. Comme tu le dis si bien, c'est un gars de chiffres. Il est CPA de formation, donc ça, c'est de nature à nous rassurer. Il y a un autre élément qui est de nature à nous rassurer, c'est que Éric Lefebvre s'est vu octroyer des incitatifs financiers pour créer de la valeur à long terme. Et nous, on aime beaucoup ça chez Médicis, que les incitatifs soient dans une perspective à long terme et non pour s'enrichir rapidement. Et c'est une période long terme, on parle de 10 ans, là, les options qui ont été exercées sur une durée de 10 ans. C'est ça, exactement. Donc, il peut en exercer un certain nombre selon certains paramètres sur une très longue période. Et ça, on voit ça assez rarement là, chez les dirigeants des entreprises inscrites en bourse. OK. MTY a aussi fait des grosses acquisitions, a pris des grosses bouchées, dont Papa Murphy récemment. Donc, peut-être que oui, ils vont prendre une petite pause pour intégrer, digérer tout ça, c'est le bon mot. Oui. Mais
MTY recèle quand même un bon potentiel de croissance, là. Puis le titre a été affecté par tout ce qui s'est passé. Qu'est-ce Bien, qu'on en effectivement, pense? Karine, l'entreprise possède encore un excellent potentiel de croissance. Il est vrai qu'elle a réalisé de nombreuses acquisitions d'envergure ces dernières années. Ça prend du temps à Mhm, intégrer, à tout à fait. digérer les Investcorp ou les Papa Murphy de ce monde. Et puis, la direction de MTY reconnaît qu'elle doit faire des efforts OK. pour adapter ses pratiques à sa nouvelle taille. Puis, c'est compréhensible quand on a une croissance rapide. Toute entreprise doit ajuster ses pratiques, que ce soit C'est ça. à l'égard des ressources humaines, des systèmes informatiques, etc. La question qui nous vient de plusieurs clients, existe-t-il une stratégie pour diminuer l'impôt payable des retraités après 71 ans? C'est une bonne question parce que lorsqu'on continue à travailler ou qu'on retourne travailler, des fois, il y en a qui prennent une pause, s'ennuient et retournent sur le marché du travail, ça on le voit aussi. Mais ça s'ajoute le décaissement de tout ce qu'on a accumulé dans notre REER qu'on doit rouler en fer. Si on a accumulé pour 1 million dans un REER, on doit décaisser 50 000 par année. Ça s'ajoute à nos autres revenus. On essaie de trouver des façons de diminuer cet impôt-là. La première chose à se rappeler, c'est que même si on a 72 ans, 73 ans, on peut continuer à accumuler des droits REER. C'est basé sur notre revenu gagné et non sur notre âge. On ne peut plus contribuer à notre REER, mais on peut contribuer à celui de notre conjoint s'il est plus jeune et lui a toujours le droit d'avoir un REER. J'ouvre une parenthèse, Yannick, il faut regarder quand même au cas par cas la situation personnelle, familiale, avant de contribuer dans le REER du conjoint, bien entendu. Je ferme la parenthèse. La déduction fiscale, ce qui est important, bon, le rentier reçoit son reçu de fer et il va déduire dans ses propres revenus, sur ses propres droits, la contribution qu'il va faire à son conjoint. D'accord. Le conjoint doit avoir un REER qui accepte ces contributions-là, mais il peut se garder son REER personnel pour ses contributions personnelles et les distinguer. C'est pour ça que j'ai mis la règle du 3 ans, de juste faire attention si vous contribuez 10 000 dans le REER de votre conjoint, mais que l'année d'après, lui, le retire. Le gouvernement va dire non, non, vous allez vous imposer sur ce revenu-là parce que c'est trop rapide. Dans le contexte que le conjoint va décaisser à 72 ans son propre fer, s'il ne décaisse que le minimum, cette règle-là ne s'appliquera pas. C'est un bon point à se rappeler. Puis, Karine, il y a peut-être deux autres petits éléments à mentionner. Oui, deux autres petits trucs. Le fer basé sur l'âge du conjoint, c'est lorsqu'on ouvre le fer de la personne qui va avoir 72 ans, on peut utiliser l'âge du conjoint s'il est plus jeune. Ça ne veut pas dire qu'on va pouvoir décaisser plus tard quand le conjoint va avoir 72 ans. C'est vraiment qu'on va faire le calcul sur son âge. Alors, le 50 000 que je vous parlais tantôt sur 1 million, si le conjoint a 60 ans, ça va être plus 30 000. Ça permet de continuer à différer l'impôt. Ça, c'est un élément. Et le deuxième, le fractionnement de revenus. Oui. Ne pas oublier qu'à partir de 65 ans, bien, au niveau de la déclaration de revenus, on peut lui attribuer jusqu'à 50 de nos revenus fer et ça permet d'équilibrer mieux les revenus entre les particuliers, entre le couple. On va passer à la troisième question, Yannick, qui concerne Berkshire Hathaway et Apple, qui fait partie du portefeuille. Régent nous envoie là, quelques chiffres et essaie de comparer la performance de Berkshire compte tenu de la bonne performance d'Apple. Est-ce que tu peux nous aider à comprendre les chiffres et à aider Régent aussi à comprendre justement ce qui s'est passé? Petite précision, Karine, à l'égard des chiffres mentionnés par Régent. En fait, le titre de Berkshire Hathaway s'est apprécié de 11% en 2019, tandis que celui d'Apple a grimpé d'un peu plus de 86%. Donc, je vous ai préparé un petit tableau pour illustrer le poids d'Apple dans le portefeuille de Berkshire Hathaway. Le portefeuille, Karine, qui est évalué à 248 milliards de dollars américains. Et on voit qu'Apple pèse pour environ 30% de ce portefeuille-là. Donc, Régent a raison de dire que c'est un point important. Donc, comment ça que Berkshire n'a pas suivi la performance d'Apple à ce point-là? Exactement. Ben, en fait, le premier élément mentionné, c'est que M. Buffett a accumulé des actions d'Apple tout au long de l'année. Donc, Apple n'a pas pesé 30% dans le portefeuille de Berkshire. Non, parce que son titre a progressé aussi, donc pas juste parce qu'il a acheté, mais il y a eu une progression du titre importante. C'est ça. Donc, ces deux éléments-là ont fait en sorte que Apple se retrouvait à près de 30% à la fin de 2019, mais en 2018, le titre pesait pour environ 23% du portefeuille. C'est bon. Le deuxième facteur à mentionner, c'est que le portefeuille d'actions de Berkshire ne représente pas
la totalité de Non, l'entreprise. c'est autre chose que ce qu'on voit ici. Là. Oui, parce ça que comprend Berkshire, ça composants. comprend de nombreuses entreprises à capital fermé, que ce soit dans le domaine du transport ferroviaire, de l'assurance ou la consommation. Probablement que vous consommez des produits de Berkshire sans nécessairement le savoir. C'est une très grosse entreprise, Karine, qui pèse en bourse pour 530 milliards de dollars. Et un autre élément important de ce 530 milliards, c'est l'encaisse. Exactement. Et ça, c'est un autre point important à mentionner à Régent, je crois. Tout à fait, parce que l'encaisse est évaluée à 130 milliards de dollars et Berkshire réalise beaucoup, en fait, enregistre beaucoup de liquidités à chaque trimestre et cette encaisse-là grossit rapidement. Et on aimerait voir que ça soit mis au travail un petit peu plus Exactement, rapidement plus activement. Bon, M. Buffett a racheté de façon plus musclée des actions en fin d'exercice 2019, mais ça reste encore timide, Karine, compte tenu de l'encaisse qui s'accumule à chaque trimestre, ça n'a presque pas paru. Et les investisseurs veulent, oui, accorder une évaluation plus généreuse à Berkshire, à condition que l'entreprise réalise soit une acquisition d'envergure avec cette encaisse-là, ou qu'elle rachète des actions de façon plus décisive. Bien, merci beaucoup, Yannick. Je crois que Régent a reçu plusieurs éléments qui vont lui permettre de mieux comprendre la performance de Berkshire. On vous remercie aussi d'avoir été présent. On vous encourage à nous envoyer vos questions à info@gpsmedici.ca. Merci, Yannick. Merci beaucoup, Karine.